Bonjour, c'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon du Monde et Bruno Jeudi de Paris Match. Bonjour messieurs. Bonjour Roselyne. Alors, déficit absolu de crédibilité, record d'impopularité, dégradation de son image, c'est le résultat d'un dernier sondage. Vous avez deviné de qui je parle? Bien sûr. François Hollande. Difficile de se tromper. Difficile de se tromper. C'est dans votre journal d'ailleurs que ça paraît. Dans le fond, eh bien, on peut imaginer que François Hollande va terminer son mandat tel qu'il l'a commencé. En fait. Il l'avait commencé pas si mal dans les sondages, du moins dans l'opinion, mais ça était quand même le président le plus impopulaire, moins populaire des présidents de la 5e en début de mandat. C'est vrai, mais ça s'est dégradé au bout de 2 ou 3 mois, et là, finalement, la décote a commencé et ça a été sans fin depuis 4 ans. On voit qu'il ne cesse de baisser. Alors, en réalité, et on l'a souvent chroniqué ici, ça fait déjà assez longtemps qu'il est sous la ligne de flottaison. Mais ce que confirme le sondage Ipsos Steria pour Le Monde, qui a un très large panel, 25 000 personnes interrogées, donc c'est quand même assez solide, c'est que le président est totalement décrédibilisé. Vous avez moins d'une personne sur 10 qui soutient aujourd'hui son action et qui en est satisfait. Il a un déficit énorme de crédibilité et surtout, testé dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, il est assez catastrophiquement certain de ne pas être au deuxième tour, quel que soit le candidat. Par exemple, s'il est face à Nicolas Sarkozy à droite, il atterrit à 16%, et s'il est face à Alain Juppé, à 14%. Donc, très clairement, la ligne de flottaison est atteinte. Mais pour Nicolas Sarkozy, c'est pas très brillant non plus. Non, ce sondage est assez... bon, alors évidemment, David a raison, hein, on en parle parce que c'est vrai que l'échantillon est très important et c'est un sondage tendanciel, comme on dit dans le langage des sondeurs. C'est vrai que ce qui est surprenant, c'est de voir, j'allais dire, l'explosion concomitante des deux finalistes de la présidentielle 2012. On dit depuis plusieurs semaines ici que les Français ne veulent pas du remake. Ça, c'est certain. Ce qui apparaît dans ce sondage, c'est qu'il y a une très forte dégradation de François Hollande depuis 3 mois et qui paraît même, on a l'impression que plus rien ne marche, tout ce qui tente par entorche, et on le voit plonger fortement dans les sondages. Mais dans le même temps, et ça avait commencé un petit peu avant, souvenez-vous, au moment des régionales, Nicolas Sarkozy, lui aussi plonge puisqu'il recule de 6 points dans le cadre de la primaire de la droite. Et aujourd'hui, c'est plus devant qui doit surveiller Alain Juppé, qui est en train de, lui aussi, qui baisse un petit peu, mais assez peu, hein, 42% pour Juppé, 26% pour Sarkozy. Mais c'est le rétroviseur qu'il faut qu'il regarde, puisqu'il a Bruno Le Maire qui maintenant commence à le menacer. Il y a moins de 10 points d'écart entre les deux hommes. Je rappelle quand même qu'il y avait plus de 20 points il y a encore 2 mois. Donc on voit un Nicolas Sarkozy qui aujourd'hui est directement menacé par Bruno Le Maire, qui puise allègrement dans les sympathisants sarkozystes, ce qui est quand même une surprise quand on se souvient du positionnement de Le Maire, puis de l'histoire des deux hommes. Donc on a... Je ne sais pas à l'arrivée si ça va être le cas, mais on a l'impression que les deux finalistes, les Français, sont en train de les éliminer. Ils sont en train de les éliminer, après tout, sans que eux, pour l'instant, ont encore envie d'y aller, mais je ne sais pas si ils vont aller jusqu'au bout de leurs intentions. C'est vrai qu'on constate 2 destins parallèles, finalement. Alors, c'est peut-être à bas bruit pour Sarkozy, on le voit un petit peu moins, même si chaque semaine, les études d'opinion le montrent. Et puis, qu'on s'interroge davantage sur les déboires du président, et donc évidemment de François Hollande qui les multiplie. Mais c'est vrai qu'on a 2 destins en parallèle. On a l'impression que finalement il n'y a que François Hollande et Nicolas Sarkozy qui ont envie de s'affronter, mais que pour le reste de l'électorat, on n'a pas du tout envie de ce match. Et le problème, c'est que l'un comme l'autre, on va en parler, est persuadé que tout ceci n'est que de l'écume, que tout ceci ne dure à guerre, et devant leur capacité à faire campagne, ils s'imposeront. C'est d'ailleurs ce qui était assez étonnant dans l'article que vous avez écrit hier là, dans Le Monde, c'est de voir ce président qui au fond est un peu dans le déni, au fond enfermé à l'Élysée. Oui, il envoie un SS à un copain pour dire t'as vu, on a été bon sur le remaniement. On a été bon, ce président qui va dans les salles de spectacle, qui a l'impression qu'encore des gens qui l'applaudissent, et au fond on le voit parfaitement dans le déni, et dans un autre genre, parce que Sarkozy a des supporters très nombreux, et c'est vrai, quand il va signer des livres, les gens viennent le voir par de François Hollande. Voilà. Mais en même temps, Nicolas Sarkozy, on voit bien qu'une partie de la droite, alors elle le critique plus, mais elle est passée un peu sans doute à autre chose. Il était cruel ce papier, David. Il était peut-être sévère, mais en tout cas il était juste, je crois, parce que c'est des papiers justes, David. C'est une vraie tendance que l'on a sentie depuis 3 mois. Vous avez raison de dater finalement cette décote parallèle. On a l'impression, parce que François Hollande, à ce moment-là, il n'est pas si mal que ça. Souvenez-vous, il sort
des attentats du 13 novembre avec une présidentialité plutôt renforcée. Il a pris 20 points dans les sondages, ce qui est quasiment du jamais vu. À part, bien sûr, les attentats de janvier, il avait aussi pris 20 points. Et donc, il a un capital. Il peut en faire quelque chose. Les régionales la gauche perd les régionales, mais la casse est limitée. C'est pas la Bérésina. C'est pas la Bérésina, la casse est limitée. Et donc, on se dit qu'il a de l'espace, des marges de manœuvre. Et patatras, on assiste à 3 mois de séquences absolument abominables. Je le rappelle, un ministre nous disait récemment, nous l'avons déjà dit ici, qu'on termine en fanfare et que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il les enchaîne et qu'il n'en rate pas une. Donc, son entourage se demande si... c'est simple, hein. El Khomri, déchéance El Khomri, chômage, pour l'instant, remaniement, plus rien ne démarre. Vous disiez tout à l'heure, Bruno, que dans le fond, il a commencé son quinquennat avec une mauvaise popularité. Très vite. Elle n'était pas mauvaise, mais elle était moins bonne que les prédécesseurs. Rappelez-vous, on se moquait de lui parce qu'il pleuvait, il prend l'avion, son premier voyage, il part en Allemagne, il y a la foudre. Oui, mais à l'époque, il faut rappeler qu'il est quand même élu de justesse. C'était Monsieur Schkoumoun. Rappelons qu'il est élu de justesse, élu un peu comme Giscard d'Estaing en 1974, de justesse face à Mitterrand. C'est vrai qu'il démarre. On a l'impression qu'au fond, François Hollande, sa principale promesse, il l'a réalisée le 6 mai en battant Nicolas Sarkozy, que les Français voulaient ça et que derrière, rien n'était prêt, tout a été improvisé. Mais ma question est-ce que dans le fond, il ne paye pas l'impopularité générale de la classe politique, de ce système présidentiel qui peut être à bout de souffle, et un président, effectivement, qui a fait des allées-venues, qui a eu une idée conceptuelle au bout de 2 ans sur le virage social-libéral. Donc la ligne était plutôt claire. C'était plutôt dans la conception, c'était dans la conception que ça... C'est vrai que, il y a une énorme part de responsabilité, des erreurs, dans la méthode. Il y a eu ces 2 premières années de perdu. On ne va pas refaire ici le film, on le fait toutes les semaines. Il y a ce qui relève de sa responsabilité. Mais il y a aussi, effectivement, je dirais, un déclin structurel du président et de la croyance des Français en sa capacité à agir, à être efficace. Et c'est particulièrement le cas sur l'économie. Depuis François Mitterrand, on a l'impression qu'on a une lente dégringolade des présidents. Alors, c'était Chirac, puis c'était Sarkozy, et maintenant c'est François Hollande qui incarne finalement une forme d'impuissance économique. Et le chômage... C'est le prix des campagnes. C'est aussi le prix des campagnes où on annonce un peu n'importe quoi, des choses qui sont infaisables ou qui seront jamais faites, des promesses non tenues. Enfin, je veux dire, François Hollande, il a incarné ça. Alors vous allez me dire, Jacques Chirac l'avait aussi incarné. Promesses non tenues, d'accord, mais il n'a pas non plus promis monts et merveilles. Je rappelle que François Hollande n'a pas fait une campagne. Il n'est jamais venu à la télévision pour dire aux Français, je ne pourrais pas faire ci, je ne pourrais pas faire ça. Et expliquer son action. Mais peut-être que notre système hyper présidentiel, presque monarchique, ça allait pour un De Gaulle, ça allait encore pour un Mitterrand, pour un Giscard aussi. Et puis ce que vous disiez, effectivement, aujourd'hui, l'Europe est habituée à voir des jeunes, d'avoir Cameron, d'avoir Renzi, qui ne sont pas dans des palais. Je ne sais pas si l'état civil changerait grand-chose d'avoir un type de 40 ans ou de 70, suivez mon l'image présidentielle de l'homme qui guérit les écrouelles, je crois qu'aujourd'hui, on en est un petit peu revenu, tout simplement parce que je place l'impuissance économique en facteur numéro 1 parce que nous sommes aujourd'hui dans un système mondialisé. Mitterrand avait une impuissance économique qui disait sur le chômage, on a tout essayé. Certes, c'est vrai qu'on avait déjà la question du chômage, bien évidemment, mais la mondialisation des échanges, des marchandises, des productions était beaucoup moins importante qu'aujourd'hui. Et on avait quand même le sentiment à l'époque de Mitterrand qu'il y avait encore un minimum de marge de manœuvre, même si vous avez raison, cette question du chômage nous occupe depuis 30 ans et démontre l'incapacité des politiques de tous bords. Mais on était quand même dans une autre époque. Je pense qu'aujourd'hui, on a totalement basculé. Et vous voyez qu'aujourd'hui, même la promesse d'inversion de la courbe du chômage, qui était une énorme prise de risque et a posteriori qui était une erreur, François Hollande espérait lui-même que quelques mois plus tard, le chômage allait s'inverser. Ça ne s'est pas réalisé. Même le président ne peut pas avoir de choses, prévision directe. D'abord, sur le plan conjoncturel, s'agissant de François Hollande, arrêtons de dire n'importe quoi. Faisons. C'est-à-dire qu'on a une succession de discours, parfois de beaux discours, de mesures qui sont bonnes sur le papier, et puis rien derrière. Deuxième chose, je pense que dans ce pays, il y a un problème de machinerie politique. Les décisions sont annoncées, mais ne sont jamais prises. Vous prenez l'exemple du compte pénibilité. On est pour, on est contre, peu importe. C'est pas ça la question. C'est la première loi sociale qui a été votée dans ce gouvernement. Elle n'est toujours pas appliquée. Alors, vous allez me dire, il y a une partie des patrons qui vont s'en féliciter, mais elle n'est toujours pas appliquée. Pourquoi ? Parce que la machinerie politique, les rouages font que tout est bloqué, rien ne se fait rapidement. Et aujourd'hui, il faut maintenant au minimum 1 an entre la prise de décision et l'application.
Donc les gens se lassent de tout ça et les gens ont le sentiment que les politiques parlent et que rien ne se passe derrière. C'est particulièrement patent avec François Hollande. Ça l'avait été peut-être un peu moins sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, mais c'est vrai qu'il y a un problème de décision et de mise en œuvre des décisions dans ce pays. On voit bien qu'il y a aussi les politiques qui ne sont pas encouragées et en plus on a une administration qui évidemment exerce sa pesanteur sur le processus et fait qu'à l'arrivée, rien n'est vraiment appliqué, en tous les cas tel que ça a été exposé par les politiques. Oui, parce que les grands patrons des services administratifs, les directeurs des grandes administrations, et c'est en particulier le cas à Bercy, au ministère de l'économie, restent, alors que les ministres, eux, se succèdent, passent, et finalement... Et les législateurs qui complexifient aussi certains textes de loi qui sont présentés au début comme des projets de loi de bon sens simples sur le papier, et qui deviennent des monstres à la sortie du processus. Donc une telle accumulation de résistance à la fois du point de vue des parlementaires, du point de vue des administratifs, des directeurs d'administration et de services, du point de vue des syndicats, ça fait qu'on a une charge finalement d'opposition tellement importante que ce que vous dites est à mon avis destiné à se perpétuer dans les prochaines années. Vous verrez, David, que si François Hollande veut tenter sa chance en 2017, il s'appuiera, il aura un argument de dire j'ai essayé, ça ne marche pas, il faut changer la machinerie politique. Cela dit, rendons à César ce qui est à César. C'est vrai que François Hollande a quand même fait ce que la droite n'a jamais fait depuis des années, toucher à la flexibilité, à la flexi-sécurité, même si... il a annoncé qu'il allait le faire. D'accord, mais il a quand même touché un peu au marché du travail, il a touché au travail du dimanche. Il y a quand même, si le projet El Khomri arrive à quand même passer, il y a quand même des avancées que n'a jamais fait la droite, il faut le reconnaître. Mais c'est ce que disent les chefs d'entreprise et les patrons quand vous les interrogez sur la croyance qu'ils ont en la capacité de Hollande à réussir avant la fin du quinquennat. Bon, il ne reste plus qu'un an, ça va être compliqué, mais eux, ils vous disent tous que ça va plutôt dans le bon sens, que les petits pas sont dans la bonne direction, mais que ces petits pas, par définition, ils sont trop petits et qu'il fallait aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Ça, c'est le discours classique des chefs d'entreprise, mais ça veut bien dire que François Hollande a quand même pris la bonne direction. Le problème, c'est que tout de suite, devant la somme, l'addition des oppositions dans sa majorité, parfois à droite, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice quand même à lui taper? Enfin, je ne fais pas. C'est dur, c'est très dur, oui, c'est très dur, effectivement. Quand même, il a rompu avec une partie de la gauche, quand même marxiste, avec un surmoi un peu marxiste. Il a coupé avec. Oui, peut-être, Roselyne, mais encore une fois, il faut expliquer. Souvenons-nous que Jacques Chirac, en 95, il est élu sur un programme totalement fou. Mais enfin bon, on va pas revenir sur la campagne de 95. En septembre, il va à la télé, il dit « Je n'appliquerai pas mon programme parce qu'il y a des déficits, parce que si, parce que ça ». On lui en veut énormément. Après, il y a 1 million de personnes dans la rue. On connaît la suite. Mais à un moment, il faut que le politique... Mitterrand n'a pas fait la politique non plus qu'il avait promise. Il faut que les politiques aillent dire la vérité. À un moment, il faut dire la vérité. Bruno, juste une parenthèse sur ce point. Vous parliez de la campagne de Hollande. Moi, pour l'avoir suivi, j'ai pas le sentiment que François Hollande avait promis monts et merveilles. C'était quand même une campagne de gestionnaire. Sa proposition numéro 1, c'était de réduire les déficits à 0% en 2017. On en est loin. Certes, la promesse n'a pas été due. La promesse d'embauche de fonctionnaires par dizaines de milliers. Il aurait pu aussi 60 000 postes d'enseignants, oui, et les 75% qui étaient un coup de campagne qui n'a jamais été appliqué. Oui, donc il était clair qu'il ne serait jamais son action. Vous ne pouvez pas annoncer ça d'un côté et de l'autre côté dire je vais faire une politique ceux qui ont vraiment de l'offre, une politique ceux qui ont vraiment cru que François Hollande allait gouverner à gauche toute n'ont pas suivi la campagne ou ont voulu croire ce qu'ils entendaient. Mais il était évident quand vous suiviez les discours, les propositions, que François Hollande allait être un président social-démocrate. Je ne vais pas lui reprocher d'avoir fait de la tactique. Après tout, c'est le rôle des campagnes. Il faut bien. C'est ce qui lui a permis de gagner. C'est le combat politique. Il faut gagner. Mais quand même, il a fait des promesses inconsidéré, certes beaucoup moins que, j'allais dire, un candidat socialiste habituel, mais dans un moment où la France avait été surchargée par l'endettement avec un chômage de masse, il y avait des mesures à prendre, j'allais dire, presque en arrivant au pouvoir, en s'appuyant sur le rapport de la Cour des comptes qui est quand même délivré au mois de juin. Il pouvait s'appuyer là-dessus. Au lieu de ça, il part en vacances et il choisit la méthode douce en se disant ça va revenir, et il fait, à mon avis, il spécule sur des résultats qui ne viendront jamais. Merci à tous les deux. On se retrouve bien sûr avec plaisir la semaine prochaine, mais je vous donne rendez-vous demain pour Comédie Française et pour Politique. Merci, à très vite. Le Paris des Arts. Un invité, une destination exceptionnelle. Dans ce Paris des Arts, nous sommes à Miami en compagnie de Phil Collins. Il donne très peu d'interviews à la presse. Il se livre devant les caméras de France 24. C'est donc une émission à ne pas manquer.
Une émission dans laquelle on vous amènera également danser au Miami City Ballet et puis nager au milieu des peintures flottantes d'une artiste française. À la fin de l'émission, une rencontre avec le chef qui règne sur les cuisines du très prestigieux hôtel Setaï. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur France24.com. 7 jours en France. Cette semaine, nous vous donnons rendez-vous dans l'un des monuments les plus emblématiques de Paris, la Tour Eiffel. Suivez-nous à la découverte de ses coulisses et de ses secrets. 7 jours en France, à voir sur France 24 et France24.com.